Pourquoi? Parce que tu ne peux pas t'assurer de la qualité du contenu à tout moment. Admettons que tu voudrais absolument citer Wikipédia. Il y a une manière de faire. Supposons que vous avez lu un article, que vous êtes un spécialiste dans le domaine. Vous avez lu l'article et vous avez vu qu'il n'y a pas de vandalisme, pas d'erreur fondamentale dedans. Vous allez dans la page, la colonne sur le côté ici, puis vous cliquez sur lien permanent. Le lien permanent, ça te mène à la dernière version de l'historique de la page, donc celle que tu as lue. Puis cette version-là ne changera jamais. C'est une version archivée. Donc, si tu mets ce lien-là à tes étudiants, admettons, tu sais qu'ils vont arriver précisément sur la page que tu as lue, que tu as contrôlée. Donc, ça serait une manière de le citer, que tu es certain qu'il n'y aura pas de modification au texte que tu as lu. Sinon, même un article de qualité n'est pas à l'abri d'un vandalisme une fois de temps à autre. C'est sûr qu'ils sont plus surveillés que la plupart des articles, puis en général, tu peux les enlever. Moi, je ne suis pas partisan de l'utiliser comme référence. Tu ne peux pas utiliser Wikipédia pour sourcer une information de Wikipédia. Puis, je serais curieux de savoir comment que vous voyez en fait l'objet de Wikipédia, mettons en 2050. Est-ce que vous pensez que ça va dépasser toute autre encyclopédie ou Ben, les autres encyclopédies ont pas mal péricliné. Là, il reste Britannica. Encarta, c'est mort il y a quelques temps. Google a essayé de lancer GNOL, où là, tu avais plus des auteurs qui étaient. 2050, c'est peut-être loin un peu pour moi. Là, on a fait un exercice dernièrement où on voyait le site en 2030, par exemple. Donc, 2030, probablement que Wikipédia devrait être encore visité, mais je ne sais pas à quel point l'être humain, on va garder l'encyclopédie comme étant un outil pédagogique pertinent dans les prochaines années. Dans le sens que plus ça va, plus l'Internet est mobile, par exemple. Puis les utilisateurs fonctionnent beaucoup par question-réponse. Désormais, au lieu de prendre un livre, puis ça, pour mes collègues en philo, c'est très difficile. Mes collègues en philo, ils font un club de lecture chez nous, puis il n'y a personne qui y va, puis ils se disent, mon Dieu, comment ça se fait? Ben, je lui ai dit, écoute, la lecture n'est plus nécessairement le principal outil pédagogique, non seulement des étudiants, mais des enseignants. Il va y avoir des vidéos, il va y avoir des sons, il va y avoir des images. Les gens. Alors, est-ce que l'encyclopédie va demeurer. Tu sais, l'encyclopédie, ça existe depuis Diderot et d'Alembert, peut-être? Donc, 1760. Donc, ça leur a vécu peut-être 250, 300 ans comme outil pédagogique principal. Les bibliothèques, on voit, ça existe depuis des milliers d'années. Je ne pense pas que la bibliothèque va disparaître demain matin, même si elle a tendance à se dématérialiser. Les gens sont toujours à la recherche d'un lieu de travail ou de concentration du savoir. C'est pour ça que moi, le tchit à la bibliothèque, j'y tiens fortement. Tu sais, là, on n'a pas la même approche là-dedans. Une salle de travail, c'est une autre histoire, là. Mais quand tu es à la bibliothèque, tu te concentres, tu as un milieu protégé, si tu veux, pour créer les conditions gagnantes d'acquisition des connaissances. Moi, honnêtement, je pense pas que dans 2030, ça va être question-réponse. Parce que si tu veux faire un article universitaire, tu es obligé d'avoir des sources. Tu peux pas dire, ben, j'ai posé ma question sur le forum blabla.com, puis il y a, je sais pas moi, Carotte Rouge 66 qui m'a répondu telle affaire. Mais pourtant, c'est ce que tu fais avec Wikipédia. Ça a vu que ben, tu peux aller en bas dans tes sources. Là, tu es en train de dire, c'est Carotte Rouge, un anonyme qui m'a répondu. Tu peux aller voir dans tes sources dans Wikipédia en bas. Tu peux aller voir où les gens ils ont pris leurs affaires. Tu peux aller voir justement la Bible, prononciation. Tu peux voir les sources en bas de la page, tu peux aller te référencer quelque part. C'est ça qui est le fun avec Wikipédia, c'est que tu as un sujet, tu ne sais pas trop chercher sur Google, tu as plein de sources bizarres, il n'y a pas la méthodologie, il n'y a pas les sources, il n'y a pas d'auteur. Là, tu arrives sur Wikipédia et tu trouves des articles qui sont bons, oui, tu ne peux pas utiliser nécessairement, mais tu trouves des sources en bas qui ont des auteurs, qui ont des méthodologies. Ça fait un bon contributeur, je pense. Moi, je vais ajouter quelque chose à ce qu'il vient de dire. Je crois que Wikipédia et les projets Wikipédia représentent quelque chose d'autre pour chaque personne qui contribue. Par exemple, une des raisons par lesquelles je veux contribuer à Wikipédia, c'est pour donner une visibilité aux communautés marginalisées dans la société. Si on fait partie d'une communauté petite, la chance qu'on ait des livres d'histoire écrits complètes, même l'histoire, sont petits. La chance qu'ils n'ont pas tout le temps dans les journaux de notre histoire, c'est petit. Donc, j'utilise Wikipédia comme une manière de donner de la visibilité à ma communauté, la communauté LGBT,
pour que les personnes qui viennent après moi se trouvent dans l'Internet. Parce que c'est une personne qui vient de, peut-être, je sais pas, Alma, ou qui n'a pas forcément les ressources de la communauté LGBT de Montréal, peut se sentir très, très isolé, et souvent se tourne vers l'Internet, et souvent vers Wikipédia, pour juste apprendre davantage sur lui. Pourquoi est-ce que je suis différent? Pourquoi je ne suis pas forcément comme les autres élèves de ma classe? Et donc moi, je vois Wikipédia vraiment comme une manière de lui donner un petit peu de visibilité et une raison d'être. Et un autre, si je peux juste poursuivre là-dessus, étant donné qu'on est au Lac-Saint-Jean et qu'il y a beaucoup d'Atikamekw qui viennent d'Obidjouan, je pense que ça pourrait être intéressant que tout le monde... Vas-y. Vas-y. Est-ce que tu voulais parler, Michael, des activités que tu organises? Justement, ce que j'essaie de faire avec la communauté LGBT de Montréal, et j'espère que ça va élargir pour le Québec entier, c'est qu'on organise des soirées contributives à la bibliothèque du centre communautaire des gays et lesbiennes de Montréal, où on travaille sur des événements très importants dans l'histoire qui a déclenché des mouvements comme la modification de la Charte québécoise des droits de la personne pour inclure qu'on ne peut pas discriminer sur la base de sexualité et d'identité de genre. Et on essaie de documenter ces histoires comme la descente policière au bar Fox on a arrêté 200 personnes et on l'a mis en prison parce qu'ils s'amusaient comme n'importe quelle personne un samedi soir. Et là, ce qu'on fait aussi avec ça, c'est qu'on essaie d'aider les gens à créer des articles originaux en français. On sort des ressources dans nos bibliothèques. On essaie aussi de valoriser un petit peu la place des bibliothèques dans Wikipédia comme des sources de sources. Parce que, tu sais, on a des énormes collections dans nos bibliothèques un petit peu partout dans la province. Donc, on les sort des sources, le monde contribue, on est là pour les guider. Oui. Question concernant la suite, une fois que Wikipédia se garde bien, il commence à y avoir des outils qui sont maintenant en vente, Google Home par exemple, puis Amazon Echo, où on peut entrer dans une pièce, interroger le milieu ambiant, puis le milieu ambiant nous répond. Est-ce que Wikipédia a déjà choisi une piste d'atterrissage pour entrer à travers ce truchement-là? Est-ce qu'il y a déjà dans Wikipédia un interlocuteur en intelligence artificielle qui commence à prendre un langage reconnaissable pour qu'on puisse l'interroger en langage naturel et avoir une conversation finalement avec Wikipédia? Est-ce qu'il y a une porte qui s'ouvre dans cette direction-là? Ou si c'est jusqu'à maintenant pas commencé encore à exister une intelligence artificielle dans Wikipédia? Ben, je peux peut-être répondre rapidement pour une part de ce que je connais. Là. À ma connaissance, Wikimedia n'a pas travaillé sur d'outils similaires à ça, mais l'information, quand on questionne Google Home, vient beaucoup de Wikipédia. Donc l'information qui est tirée, si on demande à Wikipédia, à Google Home, Google, dis-moi en quelle année est mort telle personne, ben, l'information va venir de Wikipédia. Donc l'information vient alimenter, dans le fond, les outils d'intelligence artificielle. Et puis, juste pour dire, Jean-Michel avait commencé justement à une lancée par rapport aux communautés minoritaires au Lac-Saint-Jean, justement. Oui. En fait, c'était plus pour. Parce que je sais qu'on est sur le bord de finir, mais je voulais quand même prendre 2 secondes pour le dire. C'est que Wikipédia existe dans 298 langues, est-ce que je me trompe, c'est ça? Environ. Donc, et à chaque fois qu'il y a une nouvelle Wikipédia qui se développe, ça fait en sorte que les gens de cette culture-là, de cette langue-là, ont un lieu pour faire exister leur communauté dans leur langue, en fonction de leurs paramètres et de leurs valeurs. Comme Michael en parle pour les gays et lesbiennes en général, mais les Atikamekw, depuis le 21 juin 2017, ont une encyclopédie qui est dans leur langue, en Atikamekw, dans Wikipédia, donc qui ont défini leur propre Wikipédia, ce qui fait que eux, un des gros enjeux qu'ils ont, c'est de faire vivre la langue et la culture. Et là, maintenant, Wikipédia devient un lieu où la culture atikamekw peut exister en ligne et ça fait en sorte aussi que ça garde la langue écrite et ça fait en sorte que ça la garde vivante et ça fait aussi en sorte qu'il y a une sorte de dialogue qui s'instaure entre les aînés et les plus jeunes
pour que le savoir existe. Et là, il y a toutes sortes d'enjeux, mais je ne suis pas un spécialiste de ça. Mais bon, je trouve que Wikipédia, ça permet de valoriser toutes les cultures. Donc, nous, en fait, on est descendus, on est venus au Saguenay-Lac-Saint-Jean pendant 4 jours pour expliquer l'importance de contribuer à Wikipédia, surtout pour ce qui est de contribuer à Wikipédia par rapport à l'histoire du Québec, notamment, et à tout ce qui se fait au Québec, parce que comme disait Simon, 8 personnes qui contribuent à Wikipédia sur 10, dans la Wikipédia en français, ben, c'est des gens qui sont en France, et eux, leur préoccupation, c'est peut-être pas les bleuets du Lac-Saint-Jean, ni la Wananiche, mais si on veut que ces connaissances locales-là existent, ben, il faut éventuellement qu'on mette la main à la pâte, puis qu'on contribue, on fasse en sorte que ça continue à exister. Et c'est ça un peu l'idée de Wikipédia. C'est pas comme un livre papier que c'est terminé, puis maintenant, ben voilà, c'est statique, ça bouge plus. Dans Wikipédia, ça continue tout le temps à grossir, ça continue tout le temps à se développer. Il y a beaucoup de visibilité aussi. Et il y a énormément aussi, ça c'est en fait, merci de le dire, je pense que c'est un autre élément qui est très important, c'est que Wikipédia, étant donné qu'on a un problème un peu, moi je pense qu'on est tous accros à Google et à Wikipédia, même si moi je pense que Wikipédia c'est super bien, il y a d'autres lieux où on peut aller, et ce qui est intéressant c'est que Wikipédia est une fenêtre ouverte sur tous les autres lieux possibles où on peut avoir des documents intéressants. Donc vu qu'on est tous accros à Google et qu'on utilise tout le temps, on Google constamment, ben, qu'est-ce que Google nous propose toujours en priorité? Souvent c'est du contenu qui est tiré de Wikipédia. Donc, c'est important que ce qu'on trouve dans Wikipédia, ce soit de qualité. C'est important aussi qu'en tant que lecteur de Wikipédia, ben, on essaie de vouloir améliorer Wikipédia. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, là, peut-être qu'on pourrait terminer avec ça, sinon, si tu veux nous montrer 2-3 choses pour contribuer. Dans Wikipédia, on peut être des lecteurs actifs. C'est-à-dire qu'au lieu de juste lire passivement l'information, si on voit une coquille, si on voit une erreur, si on voit qu'une information n'est peut-être pas de source, parce que dans Wikipédia, ce qui est important, c'est si quelque chose est dans Wikipédia, c'est qu'on peut remonter à une source pour pouvoir vérifier cette information-là. Donc, si vous voyez qu'il n'y a pas de source, bien, il y a des manières qu'on peut le signaler aux autres. Attention, faites attention, cette information-là n'est peut-être pas fiable. Donc, il faut faire preuve de scepticisme aussi. Voilà. Alors, ce que je pourrais vous montrer rapidement, j'ai fait deux outils rapidement. Quand on m'a dit que c'était des professeurs de philo qu'on venait rencontrer ici, j'ai fait des trucs plus liés à la philo. D'abord, on est en train de lier beaucoup d'entrées sur Wikidata avec des entrées d'Encyclopédia Universalis, qui est une des dernières encyclopédies papier, si vous voulez, là, qui fonctionne sur le mode classique. Puis j'ai listé des articles qui sont de moins de 2 kilooctets de taille, donc c'est-à-dire des articles en général qui sont des ébauches, puis qui bénéficieraient, qui ont toutes leurs entrées sur Universalis, donc qui bénéficieraient d'avoir du contenu qui pourrait être sourcé à partir d'Universalis. Quand on en prend un, par exemple, Vaux-Van-Kiet, si je vous montre une modification qu'on fait sur cette personne-là ici, ben, vous voyez que son article fait 2 paragraphes avec un petit peu de wikification. Alors la première chose que je pourrais ajouter, c'est par exemple une infobox. Une infobox, c'est quoi? C'est une petite boîte d'informations préformatée qu'on peut mettre à l'intérieur de... là, je suis pas en acte. Sinon, est-ce que c'est possible de le faire dans l'éditeur visuel? Parce que ça va... Oui, ben, de toute façon, là, il est fait ici, puis on n'a plus de temps. Alors, si vous voyez, j'ai ajouté une infobox ici. Si je veux prévisualiser, non, comme ça, on ne voit pas la prévisualisation du texte. Voilà. Donc, si je diminue un peu la taille, on voit que ça ajoute une boîte d'informations sur cette personnalité-là avec une photo, avec les différentes fonctions qu'elle a occupées, les prédécesseurs et successeurs à ces fonctions-là de la personne. Date de naissance, date de décès, image de la sépulture ici. Donc, j'ajoute cette infobox-là, je marque ici « Ajout d'infobox ». Puis, voilà la nouvelle version de cette personnalité-là. Il y a désormais une boîte d'informations qui est à droite ici. Je peux ajouter un lien aussi vers l'Encyclopédia Universalis. Dans les liens externes ici, il s'agit que j'ajoute ce qu'on appelle un modèle, donc Universalis ici. Donc, ce modèle-là va lier directement, là, je marque ici « Lien vers Universalis ». Puis là, bon, vu que je suis sous IP, il faut que je prévisualise chacune des modifications avant de les enregistrer. Puis là, regardez, il y a souvent, pour éviter que des robots fassent des modifications automatiques, on a un captcha à remplir. Donc, on a ici PIS, axial,
Donc, j'ai rentré le CAPTCHA, puis vous voyez le lien vers Universalis, il est désormais présent ici. Puis quand je clique dessus, j'arrive sur l'article d'Encyclopédia Universalis avec tous ces bandeaux qui apparaissent, puis toutes les choses qui me disent de m'inscrire, d'aller payer des trucs. Mais ça, normalement, dans votre collège, vous avez accès à Universalis, en tout cas au cégep de Chicoutimi, oui, là, ici aussi, j'imagine. Bon, là, ça marche difficilement. Mais moi, je ferai un petit commentaire là-dessus. Universalis, c'est une bonne encyclopédie. Puis je vous invite à comparer des fois Wikipédia et Universalis. Mais un des gros problèmes pour Universalis, en tout cas, c'est que tout ce qui porte sur le Québec, il y a à peu près rien. Donc, moi, je ne peux pas aller écrire rien dans Universalis, mais dans Wikipédia, je peux. Voilà. Mot de la fin, s'il vous plaît. Mot de la fin, on veut créer rapidement une page. J'ai fait une ébauche sur un philosophe grec qui existait entre 80 et 150. J'ai fait une liste de philosophes grecs, pas de philosophes grecs, mais de philosophes tout court, qui ont des articles dans plusieurs versions linguistiques, mais pas en français. Donc ici, en faisant une ébauche, tout ce que j'ai à faire une fois que mon ébauche est faite, c'est de renommer. Alors je vais renommer ici, il s'appelle Aspiès. Donc je m'en vais dans l'espace principal. Je note ici Aspiès, philosophe, parce qu'il y a plusieurs homonymes. Là, je marque ici tout simplement prêt à publier. Et on a désormais un article sur cette personnalité-là. Vous allez voir en combien de langues il existait. Bon, là, il faut que je fasse des petits ajustements que je ferai une fois que vous serez parti. Mais en anglais, c'est Aspianus, si je vérifie, Aspasius, voilà. Donc, Aspasius, comme ça ici. Là, vous voyez toutes les langues dans lesquelles il existait déjà. Ben, désormais, on a une brève ébauche, là, c'est sûr, c'est 2 paragraphes encore une fois. Mais regardez, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, il existait dans 10 autres langues avant d'exister en France. Excuse Simon, il faut vraiment arrêter. Donc l'idée, c'est de dire merci d'être venu et j'espère que vous avez mieux compris Wikipédia et que ça vous a donné le goût de contribuer et de regarder ça avec un autre œil. Ouais, je vous demanderais pour celles et ceux qui ont des chaises...